Bonjour, je ne sais pas si quelqu'un me voit ou m'entend. Ok. Ah, super. J'attends les indications, Ludovic, Flora, je vois que vous êtes connectés, mais je ne sais pas comment faire. Et pour ceux qui sont en avance et déjà présents, eh bien, vous aurez les coulisses, puisque nous n'avons pas de salle d'attente, a priori. Voilà, le dessous des cartes, la vraie vie. Salut Anaïs. Ah ben voilà. Tu as trouvé tout seul ou tu as eu une petite voix qui t'a soufflé quoi faire? Non, mais j'ai une petite voix intérieure. Ah. En fait, c'est en cliquant sur le bouton participer. En bas, il y a un certain nombre d'icônes et tu as le bouton participer qui te permet de rejoindre la scène. Magnifique. Flora, si tu nous entends, du coup, tu peux faire pareil. Cliquez sur participer. Yes. Ah bah voilà. Alors attends, j'essaye de me mettre dans un endroit où il y a un peu de lumière. Parce que là, c'est pas top. Peut-être comme ça. C'est mieux comme ça? Magnifique. C'est magnifique. Bon, ça va? Parfait. Alors pour information, il y a déjà des gens. Donc Ok. nous ne pouvons pas dire plein de bêtises. Oh, zut. Bonjour tout le monde alors. Bonjour à Bonjour tous. à celles et ceux qui sont en avance. Du coup, écoutez, si tout fonctionne bien techniquement, peut-être Elsa, Chloé, vous qui êtes présentes, de nous mettre un petit mot pour nous assurer que vous nous voyez bien tous les trois, vous nous entendez bien, puis parfait. Alors, est-ce que Flora et Ludovic, vous voyez le chat? Oui. Vous Nickel. voyez Alors, qu'il est-ce que... Non, moi, je vois pas le chat. est en bas à droite, tu as un petit Ah oui, icône. d'accord. Voilà. Et Ouais. du coup, vous pouvez lire le message de Clément qui nous dit « Mais si, dites des bêtises Ah. Ouais, mais Bon, c'est justement quand il faut en dire qu'on sait plus quoi dire. c'est ça. Ça vient spontanément, les bêtises. Bon, écoutez, si tout est bon, ce que je vous propose, c'est qu'on recoupe nos caméras, nos micros, et puis qu'on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Ça marche, Ok, allez, on fait ça. ça Super. marche. À tout de À suite. tout de suite.
Bonjour tout le monde. Il est midi tout pile. Je crois qu'il est l'heure. Nous allons attendre 2-3 petites minutes d'usage pour vous laisser le temps de nous rejoindre. En tout cas, bonjour à celles et ceux qui sont déjà là. Bonjour Ludovic, bonjour Flora. Bonjour Anaïs, bonjour à tout le monde. Bonjour Anaïs, bonjour Flora, bonjour tout le monde. Bonjour Ludovic. Heureux, ouais. Alors, Chloé est avec nous également de notre équipe. Tu auras le droit, si tu veux, de te montrer, Chloé. Bonjour tout le monde. Chloé qui sera là pour nous aider, si nécessaire, à modérer avec, vous savez, ces problèmes techniques qu'on ne manque jamais de croiser sur notre route. Alors, si vous êtes là, que vous vous demandez quoi faire, que vous êtes déjà allé chercher un verre d'eau, on a mis un petit sondage. Donc, en bas à droite, il y a un sondage où on est curieux de savoir ce que vous pensez de ce sujet. La question, c'est, on a l'impression que cette question du sens au travail qui fait l'objet de notre webinaire, elle se pose plus que jamais. Et avant qu'on vous donne peut-être notre avis, notre regard croisé, de nous dire ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas si vous entendez le petit pop-up du chat chez moi. Ouais, tu as la possibilité en fait de le désactiver. Tu as une petite cloche qui est en haut à droite du Voilà. chat. C'est fait. Super. Merveilleux. Découvrez ainsi mon appétence pour les outils digitaux. Hein. Alors, bonjour Claire Marine qui nous demande si ce webinaire est enregistré. Oui, il est enregistré. Il vous sera envoyé dans la foulée et il sera accessible pendant 7 jours. Si vous avez un impératif en cours de route, vous pouvez nous quitter. Bon, eh bien, écoutez, il est midi 2. Je vois que vous continuez à nous rejoindre, à vous connecter. On va se lancer puisque 1 heure, ça passe vite. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Girondon et Flora Bernard pour avoir cette grande conversation sur le sens. On s'est croisés les uns les autres au cours de ces dernières années et on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour tout un tas de sujets. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir le débat, la conversation avec vous deux. Flora, pour te présenter, Flora, tu es philosophe. Tu es sociologue de formation, si je ne me trompe pas. Tu as travaillé 15 ans dans le développement durable. Tu nous raconteras un peu plus tard peut-être pourquoi tu as quitté. Et quand tu as quitté ce secteur, tu as choisi de fonder ton agence qui s'appelle TAE et qui a comme vocation d'amener la philosophie en entreprise. Est-ce que c'est bien ça? Parfait. C'est bien résumé? Très bien. Parfait. Et donc, Ludovic, nous, on s'est rencontrés quand tu étais à la jonction entre tes deux vies d'entrepreneur, puisque je crois que tu as ce côté entrepreneurial dans l'âme. Tu n'en es pas à ton premier coup, j'ai envie de dire, de création d'entreprise. Et celle qui t'anime aujourd'hui, enfin, ce qui t'anime aujourd'hui, c'est de donner des clés, des outils pour mieux travailler ensemble, pour mieux collaborer. Tu es auteur, conférencier, formateur. D'ailleurs, j'ai ton petit livre ici, Dream Team, qui est un de mes livres de chevet du moment. Alors Flora, tu as aussi écrit un bouquin que je n'ai pas, mais je me rattraperai. Voilà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne vous connaissent pas encore, vous pourrez découvrir ça. En ce qui me concerne, je suis Anaïs Georgelin, je suis la fondatrice de So Many Ways, une société qui a quelques années, déjà bientôt 5, et dont la mission, la raison d'être, c'est de permettre à un maximum de personnes de retrouver du sens au travail, du plaisir au travail. On est ensemble tous les 3 jusqu'à 13h. Moi, je vais surtout faciliter les échanges pour laisser la part belle à nos invités, à Flora, à Ludovic. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Chloé, si nécessaire, tu n'hésites pas à m'interrompre si on n'a pas vu, Flora, Ludovic et moi, dans le feu de nos conversations, une question très importante. Et on se gardera dans tous les cas un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions.
Voilà. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Vous nous voyez toujours bien? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot pour nous dire que vous êtes toujours là? Je n'ai plus. Ça a l'air pas mal. Je vois plein de pouces, moi, se lever. Parfait. Alors, la première question qu'on vous a posée dans le sondage, pour ceux qui n'ont pas encore répondu, il vous reste quelques secondes avant qu'on regarde, parce que cette question du sens, on a l'impression que ça se pose plus que jamais, qu'on en parle plus que jamais. Hein, parmi les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quoi le sens? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut donner du sens en entreprise? Si oui, qui? D'ailleurs, n'est-ce pas le rôle plutôt des collaborateurs que de chercher leur propre sens et de le construire? On va se poser toutes ces questions, mais pour démarrer, je voulais avoir votre avis, donc je vais aller tout de suite regarder les résultats du sondage. Hop. Ah mais non, je ne la vois pas. Chloé, est-ce que toi, tu sais nous dire? Alors oui, on a eu 47%, donc 24 réponses pour « Je ne sais pas, le sujet est peut-être plus complexe qu'il en a l'air ». 16 réponses pour « La quête de sens, c'est le truc des nouvelles générations ». 8 réponses pour bullshit, c'est une question qui ne date pas d'hier, et 5 réponses pour oui, c'est vrai, les gens sont plus exigeants et capricieux que jamais. Super. Merci Chloé pour ce retour-là. Bon, c'est bien, on démarre avec c'est plus complexe que ça n'y paraît, comme quoi on va avoir une petite heure pour en parler. Allez, rentrons dans le sujet. J'ai envie de démarrer avec toi, Flora, avec ton regard de philosophe particulier. Est-ce que toi, tu penses que c'est particulièrement d'actualité, qu'il y a un moment, là, en 2022, mars 2022, quand on se parle, qui fait que c'est plus d'actualité que jamais? Je pense que le questionnement, parce que qu'est-ce que c'est que le sens, peut-être juste pour donner deux, trois éléments pour bien poser de quoi on parle. On pourrait commencer à dire que le sens, c'est une mise à distance entre le réel, c'est-à-dire ce qui se passe, et soi-même. Donc forcément, quand on a la tête dans le guidon ou la tête sous l'eau, selon les expressions, c'est compliqué de se questionner sur le sens. Et comme le Covid nous a forcé à prendre cette distance, forcément, on se demande si ce n'est pas une question d'actualité. Je dirais que la recherche de sens, de manière générale, sens dans la vie, ce n'est pas du tout une question d'actualité. En fait, la recherche de sens, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Donc, de tout temps, les êtres humains se sont questionnés sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire sur cette terre, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette vie. Et ce n'est pas une question d'actualité. Alors, par contre, on peut se demander si la recherche de sens est une question d'actualité dans le domaine du travail qui nous intéresse particulièrement ici. Imaginez quelqu'un qui commence à travailler il y a une centaine d'années et qui décide telle ou telle voie. Mettons qu'une des raisons, ce soit faire carrière. Bon, faire carrière ou gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dénué de sens? Non, pas forcément. Et on ne peut pas dire que ça n'avait pas de sens. C'était ce sens-là qui était donné au travail. Par contre, peut-être que ce qui change avec aujourd'hui, donc c'était un sens qui était à rechercher à l'extérieur de soi, je dirais. Peut-être que ce qui change ces dernières années, et avec les nouvelles générations, mais discutons-en. Tu as dit le grand mot, les nouvelles générations. Les jeunes générations. Je ne me considère plus comme étant jeune génération. Jeune dans l'âme. Peut-être que ce qui change, c'est que ce questionnement n'est plus à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce qui est recherché, c'est une cohérence entre ce à quoi j'aspire, ce en quoi je crois, et puis ce que je fais au quotidien. Voilà. Parce que le sens, c'est aussi ça, hein. C'est rendre cohérent différentes parties de soi-même pour pouvoir vivre une vie qu'on considère être une bonne vie. Une forme d'alignement en réalité. Hein. Voilà. C'est ce que tu nous dis. Voilà. Et merci de remettre déjà dès le départ en perspective ce sujet, hein, que faire carrière peut être un sens et ça nous donne toutes les facettes de ce mot. Toi, Ludovic, tu passes pas mal de temps avec des managers, notamment en ce moment. Est-ce que tu as l'impression qu'en entreprise, on en parle plus ou c'est plus présent que jamais? Quel est ton regard? Moi, j'ai le sentiment qu'en effet, depuis que la crise du Covid a exacerbé, mine de rien, ces sujets-là, ne serait-ce que parce que
j'ai le sentiment que le sujet du sens est devenu, en tout cas lors des premiers confinements, un sujet presque médiatico-politique. Parce qu'en fait, on a parlé de première ligne, sous-entendu, il y a des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, et puis jusqu'à l'infini. On parlait de métiers essentiels, non essentiels. Il y en a certains qui étaient au chômage partiel, d'autres qui étaient au contraire, qui ont bossé plus que jamais. Donc en fait, avec presque cette classification des métiers, des activités, plus ou moins bien faites, et selon les points de vue, évidemment, la priorisation, je pense, n'aurait rien à voir si on demandait ça aux uns et aux autres. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a nécessairement chamboulé et questionné pas mal de monde. Et moi, je le vois en tout cas au travers des entreprises que je peux accompagner sur ces sujets. Je vois que forcément, ça a remué beaucoup de choses. Et donc, nécessairement, je trouve que c'est certes un sujet vieux comme le monde, mais dans le cadre du monde du travail, je rejoins ce que disait Flora là-dessus, tous ces éléments-là, en fait, ont fait que, on a remis ce sujet au centre de la table, individuellement et puis parfois collectivement, où on s'est posé la question finalement, quelle est l'utilité de ce que je fais ? Et notamment sous l'angle de l'utilité sociale, parce que c'était amené par la pandémie. Et donc, ça en a questionné plus d'un et encore plus que d'habitude. Et puis après, je rejoins aussi ce que dit Flora sur le côté externe-interne, parce qu'en effet, historiquement, c'est vrai qu'on a des carrières beaucoup drivées par la réussite au travers des marqueurs sociaux que peut apporter la réussite, à savoir avoir une belle voiture, avoir un gros salaire, avoir managé beaucoup de monde, avoir un joli titre. Là où moi, je sens dans les discussions que je peux avoir sur les terrains, où en fait, la notion de réussite notamment est beaucoup challengée, beaucoup questionnée et devient beaucoup plus complexe que ce schéma unique qu'on nous prévendait peut-être dans les années 80-90 et dans lequel on se laissait bercer plus facilement. Voilà un peu moi mon regard sur ce sujet. Est-ce que tu me permets, Anaïs, juste 2 secondes pour rebondir sur ce que tu dis, Ludovic, de faire peut-être une distinction entre réussite et accomplissement. Tu vois, il y a quelque chose d'extérieur et de social, comme tu disais, dans la réussite, et il y a quelque chose de plus personnel dans l'accomplissement. Et j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on s'accomplit soi-même, tu vois. Et j'ai l'impression, finalement, que ces dernières années, on a énormément investi le travail comme source d'accomplissement de soi-même. C'est-à-dire qu'on se réalise en tant qu'être humain par le travail, ou en tout cas, on recherche ça. Ce qui met évidemment une pression assez importante sur cette partie-là de nos vies. Tu m'as devancé, Flora, on est connecté parce que j'allais te dire, mais c'est quoi la réussite ? Je suis sûre que tu as quelque chose à nous dire là-dessus. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, nouvelle génération. On a beaucoup prêté ce sujet-là aux nouvelles générations, d'une part. Et le deuxième poncif, un petit peu qu'on entend, je ne sais pas si c'est un poncif d'ailleurs, mais c'est sens égale utilité sociale. Qu'est-ce que ça vous évoque dans vos vécus ou dans ton regard, toi, Flora, philo, ce fait qu'on ramène ça aux nouvelles générations ou à un angle très précis ? Moi, je suis pas un bon exemple parce que je crois que je me suis posé cette question du sens. D'abord dès mes études, j'ai fait des études de sociologie, alors que ça n'enchantait pas particulièrement mes parents, parce que qu'est-ce qu'on fait comme job quand on a fait des études de sociologie ? C'est la même chose pour les philosophes, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait comme job autre qu'enseigner quand on a fait ce genre d'études ? Mais ça faisait du sens pour moi. Et puis même dans le travail, j'ai tout de suite voulu travailler dans le développement durable parce que ça avait du sens pour moi en termes d'utilité sociale. Donc tu fais bien de relever ça. C'est que c'est une première manière, en effet, de voir le sens. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de voir le sens. Il y a un psychiatre du début du siècle, contemporain de Freud, qui s'appelle Viktor Frankl, V-I-K-T-O-R, Frankl, F-R-A-N-K-L, qui a beaucoup réfléchi à cette question de sens, qui a passé plusieurs années en camp de concentration, qui en est sorti avec l'idée suivante, que ce qui motive fondamentalement l'être humain, in fine, au bout du compte, c'est la recherche de sens. Non pas que le plaisir n'a pas sa place, non pas que la recherche de carrière, de puissance, etc. n'ont pas leur place, mais in fine, c'est ça qui nous motive. Et où est-ce qu'on le trouve, ce sens ? Eh bien, selon Frankl, on le trouve dans plusieurs endroits. On va le trouver dans la possibilité d'être à l'initiative de quelque chose.
c'est-à-dire de pouvoir s'attribuer une action. L'autonomie, c'est moi qui l'ai fait. Donc tu vois là, on n'est pas nécessairement dans l'utilité sociale. C'est-à-dire qu'un métier ou un job peut avoir du sens parce que je suis autonome et parce que je suis en mesure de créer quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être une œuvre artistique, hein, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Deuxièmement, l'aspect relationnel, c'est-à-dire qu'une source majeure de sens, c'est la qualité de la relation qu'on entretient avec les personnes qui nous entourent. Et donc, il y a des personnes qui vous diront, mais moi, le sens de mon travail, c'est de retrouver mon équipe tous les matins. Il n'y a pas nécessairement une grande utilité sociale, mais il y a ce sens relationnel et humain. On a quelque chose à faire ensemble. Voilà. Et on se relie, en fait, on sort de soi. Il y a de l'autodépassement, quelque part, si tu veux, dans le sens. On est en capacité de se relier aux autres. Donc voilà, j'ouvrirai utilité sociale avec possibilité de créer, d'être à l'origine d'eux et d'être en relation. Je pense que ça donne ce sont des éléments qui donnent du sens à ce qu'on fait. Oui, ça nous donne déjà trois axes de qu'est-ce qui peut apporter le sens. Toi, Ludovic, peut-être en complément, quelles sont tes observations sur le terrain ou ton regard? Oui, moi, déjà, à titre personnel, contrairement à Flora, j'ai mis plusieurs années en fait à m'intéresser à ce sujet du sens pour mon parcours à moi. Parce que c'est vrai que moi, ça fait déjà, je faisais le calcul avant le webinaire, presque une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le monde du travail. Donc, et en fait, j'ai mis à peu près 4 ans en fait, à me poser ces questions parce que c'est vrai qu'au démarrage, j'ai fait des études de commerce et puis ensuite, je me suis mis, moi, ce que j'appelle une sorte de piste de bobsleigh dans laquelle j'ai été mise par mon environnement, ma famille, mes amis, mes profs, etc., sans trop poser de questions. Et en fait, j'ai mis 4 ans à me rendre compte que, je ne m'éclatais pas au quotidien. Et deux, que si je ne m'éclatais pas, c'est parce qu'en effet, il manquait quelque chose et cette chose, c'était le sens. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai quitté le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette catégorie de, en effet, le fil rouge désormais de mon parcours, c'est avoir de l'impact à court terme. Et ce que j'avais du mal à trouver dans les grandes organisations dans lesquelles j'étais. Et c'est pour ça que j'ai souhaité sortir de terre un peu un projet, en fait. Voilà. Donc, moi, je m'inscris complètement là-dedans et nul doute que désormais, donc ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant que ce fil rouge m'accompagne. Et c'est sûr que au bout du bout, jusqu'à la fin de mon parcours professionnel, ce fil rouge ne me quittera pas. Et moi, sur le terrain, je rencontre en fait des gens qui ont ce genre de réflexion vraiment au quotidien. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir de l'impact. Ouais. Yes. C'est intéressant, enfin, on est allé directement dans le vif du sujet. Je vois que les questions dans le chat sont ça, mais sens, on appelle utilité, mais c'est quoi, etc. Moi, pareil, hein, c'est le sujet qui m'anime depuis plusieurs années parce que dans mon parcours, je me suis très vite posé cette question aussi. Hein. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu des mauvaises rencontres managériales, notamment, Ludovic, tu n'étais pas passé par là pour mettre tout ça à d'équerre. Donc, j'ai perdu le sens alors même que j'avais un métier passion. Je suis allée voir dans les métiers à impact, dans les entreprises sociales, en pensant y trouver du sens. J'y ai trouvé encore pire en termes de pratiques managériales. Et je me suis dit que c'était moi qui avais un problème. Ne trouvant pas ce sens, que c'était moi qui avais un problème, que j'étais inapte au monde du travail. Et c'est là, peut-être à travers cette histoire, qu'on voit que cette quête de sens, elle peut créer de la souffrance. Tu l'as un petit peu amené... Flora, sur l'accomplissement et tout ce que ça peut mettre comme pression derrière. Est-ce que tu as peut-être d'autres éléments pour nous aider à développer ça? Si on part du principe que ce qui motive fondamentalement l'être humain ou ce qui permet d'exprimer notre humanité, c'est d'être dans des contextes, des situations qui ont du sens pour nous. En effet, si on est dans des situations où il n'y a plus de sens, c'est une source de souffrance. Et c'est bien ça que Viktor Frankl a cherché à adresser à travers ce qu'il a appelé la logothérapie. Logos en grec veut dire plusieurs choses, raison notamment, mais aussi sens. Et thérapie, voilà, le soin. Donc la thérapie par le sens. Et Frankl était persuadé que pour de nombreux maux que nous avons en tant qu'être humain, c'est un problème de sens en fait. Et le sens n'est pas une maladie, ça fait partie de notre condition, enfin le manque de sens n'est pas une maladie, ça fait partie de notre condition d'être humain,
de constamment le rechercher. En fait, ça n'existe pas, tu sais, la situation où ah, ça y est, je suis arrivée, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de recherche. C'est une recherche continue et presque infinie, et ça se renouvelle. Il y a des moments dans notre vie qui ont beaucoup de sens, et puis après, ça se dégrade. Et c'est là que le questionnement refait surface. Platon, déjà, se posait la question du sens et disait que le sens n'est peut-être pas dans les réponses qu'on trouve à nos questions, mais dans cette capacité même qu'on a de se questionner. Et pour juste filer aussi sur la question de la souffrance, Frankl aussi a eu une réflexion sur ce sujet de la souffrance et nous dit que même qu'on peut aussi trouver du sens dans la souffrance, que les situations de souffrance et d'épreuve, on va dire, pour être plus large, sont des situations qui viennent faire bouger le questionnement sur le sens. Précisément parce qu'on se demande pourquoi. Quand on souffre de quelque chose, on se demande pourquoi. C'est la mise en mouvement, du sens. Et on pourrait dire même que la troisième source de sens pour Frankl, bon, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que c'est pour des situations extrêmes. Vous savez, il y a des situations dans la vie où on ne peut pas changer les choses. Quand on a un job qui ne nous plaît pas, on a toujours la possibilité de partir. Même si on dit qu'on n'a pas le choix, vous avez certainement entendu des personnes qui vous disent « Non, mais je n'ai pas le choix, je dois rester dans ce job. » Non, ce n'est pas vrai. En fait, vous avez le choix, mais vous n'avez pas envie d'assumer les conséquences de ce choix, qui sont que j'aurai moins d'argent, etc., etc. Mais en fait, dans beaucoup de situations, on a quand même le choix. Or, il se trouve qu'il y a des situations, Frankl a été en camp de concentration, il n'avait pas le choix. On peut avoir un enfant gravement malade, un décès de quelqu'un de proche. On n'a pas le choix. Par contre, on a toujours le choix du regard qu'on va décider de porter sur ce qui nous arrive. Et c'est là où Frankl dit la troisième source de sens, c'est la modification d'attitude intérieure ou la modification de regard qu'on peut porter sur les choses. Et c'est pour ça que dans les situations de souffrance, par ce travail sur nos représentations, on peut quand même arriver à trouver du sens dans des situations qui n'en ont a priori aucune. Aucun. Merci. Alors, je vois qu'il y a déjà plein de questions. Je vais essayer de les insérer au fur et à mesure de notre conversation, et notamment Gwenaëlle qui demande si on peut creuser un peu ce point, que le sens n'est pas dans les réponses, mais dans le questionnement. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle particulièrement. Je trouve beaucoup de sens à me poser des questions. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que l'un d'entre vous, peu importe. Non, mais peut-être juste avant de repasser la parole à Flora, parce que c'est toi, Flora, qui avait introduit ce concept. Moi, ce que ça m'évoque, c'est en effet, c'est que en fait, la destination importe moins que le chemin, quoi. C'est-à-dire que et moi, c'est vrai que je vois beaucoup de gens, j'ai rencontré dans ma vie pas mal de personnes qui courent après quelque chose, et tu sens que c'est une course un peu désincarné parfois, ou en tout cas sans trop savoir où aller, etc. Et finalement, je pense qu'en effet, au lieu de se torturer l'esprit, de se dire où est-ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vraiment de se dire, OK, petit pas par petit pas, dès demain, en fait, quelle première action, en fait, je mets en place, ou sur quelle première question je me penche pour réussir à avancer dans le bon sens. Alors, cette question du questionnement. En fait, je pense que c'est intéressant de voir le sens comme une tension vers quelque chose. Je vais reparler de 2 minutes encore de Viktor Frankl, qui nous dit qu'en tant qu'être humain, on existe sur 2 dimensions. La dimension psychosomatique et la dimension spirituelle. La dimension spirituelle étant entendue pas au sens religieux, mais au sens de l'exercice de l'esprit. Et il nous dit que sur la dimension psychosomatique, on est toujours en recherche d'équilibre, d'homéostasie. C'est le cas avec le corps. Et puis, quand ça ne va pas psychiquement, on va chez le psy, on recherche l'équilibre. C'est ça qui est valorisé. Sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe spirituel, ce n'est pas l'axe de l'équilibre et de l'homéostasie, c'est l'axe de la tension, mais de la tension positive. C'est-à-dire que le sens, c'est une recherche de quelque chose. Et d'ailleurs, on l'entend bien dans les différentes acceptions qu'on peut avoir du mot sens. On peut entendre sens comme étant direction, on peut entendre sens comme étant signification, on peut même entendre sens comme étant sensation.
Mais donc, le sens comme direction, c'est une tension vers quelque chose. Notre vie, elle a du sens quand on est tendu vers quelque chose. C'est ça que je veux dire, que le sens est moins dans les réponses. Bien sûr qu'il est en partie dans les réponses. Là, ma vie a du sens en ce moment parce que ceci, cela. C'est un certain nombre de réponses. Mais ce que je veux dire quand je dis que le sens est dans le questionnement, c'est qu'il est dans cette tension, il est dans cette mise à distance. Il est dans cet écart, en quelque sorte, entre ce qui est et ce qui pourrait être ou ce qui devrait être. Voilà, le sens, c'est il y a de l'autodépassement, il y a de l'autodistanciation, quelque chose comme ça. Merci Flora, on va aller, le temps passe vite, donc on va aller assez rapidement vers comment on peut faire tout ça en entreprise en fait, parce qu'on voit bien qu'on en parle de plus en plus, que le sujet il est à tous les niveaux, l'individu se pose des questions, le manager se demande comment faire avec toutes ces questions et si c'est à lui de le faire, et puis les RH, les directions générales, je n'en parle pas, déjà qu'elles ont bien souffert à gérer la crise du Covid, maintenant il faut adresser la quête de sens des individus. Peut-être juste pour conclure cette première partie, nous, chez So Many Ways, on s'est intéressé à cette question depuis un moment. Et le constat qu'on a fait au début, c'est ce mot sens ne veut rien dire, en résumé de nos conversations. Il est très personnel. Ce qui fait sens pour moi au travail, ce n'est pas la même chose que pour toi. Et en plus, il est évolutif. C'est-à-dire que ce qui va vraiment m'apporter du sens à un instant T, dans mon travail, j'entends, qui est peut-être d'avoir une utilité sociétale grâce à mon travail, ce ne sera pas le même dans 5 ans, où ce qui va m'animer, c'est peut-être de gagner suffisamment d'argent en travaillant un peu moins longtemps pour pouvoir passer plus de temps à faire autre chose en dehors du travail. Donc on a modélisé tout ça et on a 15 000 personnes, enfin 19 000 maintenant, je suis en retard, qui ont répondu au Workoscope. On vous mettra le petit test pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on a analysé récemment les réponses. Donc, dans ce questionnaire, on ne pose pas la question de qu'est-ce qui fait sens, puisqu'on a décortiqué toutes les composantes du sens. Et les 3 critères qui sortent le plus, qui sont les mêmes, quelles que soient les générations, ça me semble important de se le rappeler, parce qu'on a dit est-ce que c'est générationnel ou pas cette affaire. Non, nous, les 3 qui sortent le plus, c'est les mêmes, quelles que soient les générations. Et finalement, c'est quoi ? C'est la qualité des relations, en premier. Le fait finalement d'avoir des interactions saines, positives, agréables. Deuxièmement, c'est le fait de pouvoir apprendre, me développer, grandir en tant que personne. Et troisièmement, c'est le fait de pouvoir me sentir écoutée dans mes idées, de pouvoir proposer des choses. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Je vous laisse réagir l'un ou l'autre si vous en avez envie. Vous avez le droit de ne pas être d'accord d'ailleurs, si vous voyez d'autres choses, mais une courte réaction peut-être, et après on parle de l'entreprise. Ça vous surprend ? Les composantes qui sont ressorties ? Oui, les 3 choses les plus importantes et le fait que ce soit les mêmes, quelles que soient les générations. Non, je pense que déjà, ça permet effectivement de retirer le préjugé, moi, que j'entends beaucoup sur le terrain, notamment des anciennes générations qui disent en gros, les nouvelles générations sont des enfants gâtés, qui veulent tout de suite, qui sont très… Voilà. Et donc, je trouve que ça fait bien de voir certaines études qui montrent que en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est juste des vieux réflexes de mentalité assez directive où finalement, on avait l'habitude de dire les choses et derrière qu'elles soient faites sans trop les questionner. Et que là, c'est de moins en moins le cas. Et donc, c'est facile de se cacher derrière le parapluie des générations. Donc, moi, c'est surtout ça que je retiens. Et après, je suis assez étonné quand même par la dimension être écouté. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que, encore une fois, c'est une histoire de miroir, de posture de l'autre, chez qui on vient chercher du sens. Donc, en tout cas, c'est exogène, quoi. Ce n'est pas dans l'action, mais c'est plutôt dans la posture de la personne qui est en face de soi. Donc, c'est en ça que je suis personnellement étonné. Donc, je trouve ça hyper intéressant. La qualité des relations, on en a parlé tout à l'heure, donc ça ne m'étonne pas. Ce que j'entends dans apprendre, je reviens à cette histoire de tension, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est jouissif dans le fait d'apprendre ? C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, vers lequel on tend et qu'on va réussir à obtenir. Donc, je trouve que c'est intéressant ce sujet d'apprendre. Et de se dire que c'est dans cet écart entre ce qui est et ce qui pourrait être qu'il se passe quelque chose de l'ordre du sens. Sur le côté être écouté, en t'écoutant justement, Ludovic, je me suis dit, en fait, peut-être que l'enjeu, c'est un enjeu de reconnaissance.
Et ça, les philosophes en ont beaucoup parlé. La reconnaissance, et notamment un philosophe qui s'appelle Hegel, en a beaucoup parlé. Et il dit que la reconnaissance est au fondement de notre sentiment d'identité. Je ne parle pas de la reconnaissance ah, tu as bien fait ton boulot, hein, d'une reconnaissance pratique et opérationnelle qui est importante aussi, hein, mais je parle d'une reconnaissance existentielle. C'est-à-dire, est-ce que l'autre me reconnaît en tant que personne, en tant qu'individu? Est-ce que c'est pas ça qu'il y a derrière être écouté, en fait? Tu réponds à une question de Clément sur le chat, donc merci Flora. Je ne sais pas si tu l'avais vu, sinon les planètes sont non, je n'arrive pas. Tu vois, comme je n'ai pas mes lunettes, et puis comme ça, je me focalise surtout sur la… Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'essaie de faire le grand écart pour vous. Mais c'est intéressant. Alors, sur ça aussi, la question de la reconnaissance, pour moi, c'est pareil, c'est assez personnel. Ce qui m'apporte de la reconnaissance, ce n'est pas forcément la même chose que pour toi. Et d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de RH avec nous dans la salle, que dans les sondages que vous avez souvent, que vous faites en entreprise, il y a trois notions qui ressortent beaucoup comme des motifs d'insatisfaction des collaborateurs. La rémunération, bien sûr, si on pose la question, en général, on dit qu'on aimerait bien être payé plus. Le sens et la reconnaissance. Et nous, on entend, je te passerai la parole sur ça, Ludovic, parce que j'entends beaucoup dans les entreprises des managers qui disent, mais voilà, moi, j'essaie de donner du sens, j'essaie d'apporter de la reconnaissance, j'ai l'impression de le faire d'ailleurs, mais en face, on m'oppose de l'insatisfaction. Donc, je te renvoie, allez, allons dans l'entreprise directement, parlons peut-être d'un premier niveau qui est celui du manager. Qu'est-ce qui fait de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi ses enjeux, ses défis? Oui, alors c'est vrai que moi, dans le cadre de mon travail, notamment en préparation du livre Dream Team, moi j'ai identifié cinq grandes composantes, mais qui viennent toutes se recouper. Et c'est marrant parce que donc, je les ai réunies sous l'acronyme DREAM, donc rêve en anglais, puisque les 5 lettres sont les initiales des 5 piliers en question. Et le premier, c'est le D de direction. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Flora, donc tout ce qui a trait au sens, et est-ce qu'on tire tous dans le même sens et vers où on va collectivement. Et le deuxième, le R, c'est effectivement la reconnaissance. Alors, déjà, je pense qu'il y a un premier point, c'est de se rendre compte que selon les différentes composantes, on n'est pas tous sensibles effectivement au même sujet. Et à l'intérieur de chaque lettre, on n'est pas sensible aux mêmes items. C'est-à-dire qu'effectivement, et je fais le parallèle avec un livre aussi qui m'avait marqué, moi, il y a quelques années que j'avais lu, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui date un peu et qui est parfois même hyper sexiste. Et il faut le lire avec le recul nécessaire, mais qui nous explique très bien qu'en effet, l'autre n'est pas moi et on a cette tendance à exprimer notre reconnaissance ou notre attachement à l'autre, selon qu'on se situe dans l'univers du couple ou dans l'univers de l'entreprise, à utiliser finalement les signes de reconnaissance auxquels on est, nous, à titre personnel, les plus sensibles. Je vais donner un exemple concret. Si, par exemple, moi, j'adore être mis en avant et prendre la parole en public, eh bien, pour reconnaître la valeur d'un collaborateur, je vais lui proposer demain de prendre la parole au séminaire annuel de la boîte. Mais pour autant, potentiellement, ça peut être un cadeau ultra empoisonné pour la personne qui ne supporte pas ou ne déteste parler en public. Et donc, voilà, donc c'est un exemple de travers qu'on peut trouver. Donc, c'est en tant que manager au quotidien, arrêter de se projeter dans les envies des uns et des autres. Et pour ça, en fait, très concrètement, c'est le questionnement. Et ça se fait dans les points en tête-à-tête. Donc, on pourra en parler des heures. Mais le point en tête-à-tête, pour moi, c'est le meilleur rituel entre un manager et un membre de son équipe pour aller creuser justement tous ces sujets. Et donc là, on a évoqué, par exemple, plein de notions. Et pourquoi pas les mettre sur la table et dire, entre la reconnaissance, l'autonomie, la montée en compétences, lesquels sont pour toi les plus importants? Pour comprendre, comme une table de mixage, en fait, on a chacun notre propre réglage et il évolue avec le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 6 mois. C'est ce qui fait tout le challenge aussi de ce sujet. Donc, je dirais, premier point, c'est faire des points en tête-à-tête si vous n'en faites pas et soumettre des questions où on prend de la hauteur. On n'est pas juste là pour faire la revue de la to-do list opérationnelle des projets en cours, des dossiers en cours du collaborateur, mais on est là au contraire pour prendre de la hauteur et mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur pour derrière réussir à nourrir ses besoins en fait du mieux possible. Parce que finalement, et aussi pourquoi s'intéresser à ce sujet du sens, pour moi, c'est un enjeu clé. Parce que moi, je pense, et j'ai le sentiment sur le terrain, qu'on peut être motivé dans son job plusieurs semaines sans savoir pourquoi est-ce qu'on le fait.
En revanche, je pense que ça peut poser un vrai problème à moyen long terme, notamment sur la fidélisation, qui est un enjeu majeur aujourd'hui des DRH qui nous écoutent. Dans un marché qui s'est retourné avec une pénurie sur certains métiers, réussir à attirer, c'est bien, mais derrière, à les fidéliser, c'est encore mieux. Et donc, je pense que c'est ce en quoi l'enjeu du sens aujourd'hui, et pourquoi se pencher sur ce sujet est clé en entreprise. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut se dire, mais sur le sujet du sens, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau en tant que manager? Est-ce que ce n'est pas à la direction générale, au comité de direction, etc. de le faire? Moi, je considère que non, on est tous acteurs du sens au travail. Si je suis collaborateur, revenir sur les notions de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce que j'organise telle réunion. Il n'y a aucune réunion qui devrait démarrer sans que l'animateur commence par dire quelle est la raison d'être de cette réunion. Si on n'est pas capable de la formuler, ça veut dire que ça va être une catastrophe cette réunion et qu'elle ne sera pas efficace. Quand on fait une demande par email, prendre le temps d'expliquer, plutôt que de dire voilà, est-ce que Anaïs, tu peux m'envoyer ce fichier pour 17 heures? Non, en fait, commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce fichier et pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour 17 heures. C'est ça qui va te permettre, Anaïs, de te mettre en mouvement de manière plus fluide et te donnera plus envie d'agir parce que tu sauras pourquoi est-ce que tu le fais. Voilà. Donc, on a tous voilà, pourquoi est-ce qu'on met en place tel process? On ne le met pas par principe. Prenons le temps d'expliquer à chaque fois le pourquoi des choses. Je pense que c'est une posture très concrète au niveau de chaque collaborateur. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne sur le manager des idées d'atelier, pourquoi pas à faire avec son équipe. Écoute, vas-y. Allons-y. Attends, Ludovic, je vois un message, mais moi, je me posais la même question, juste le EAM de Dream. Ouais, bonne question. Donc, le D de direction, donc le sujet du sens avec ses équipes. Le R de reconnaissance, comment est-ce qu'on les valorise. Le E d'environnement social, donc comment est-ce qu'on s'assure que l'ambiance et la confiance soient réunies au sein de l'équipe. Le A d'autonomie et enfin le M de montée en compétences. Parce que ce n'est pas que le sens qu'on peut y trouver, mais sachant que tout est interconnecté, comme on l'a dit, le A peut être dans le D, le M peut être potentiellement dans le D et potentiellement pas du tout. Donc voilà pour la réponse aux questions sur le Dream. Et donc, et du coup, alors je ne sais pas, je vois qu'il y a une question aussi sur les 3 R, mais peut-être ça me permet juste de rebondir sur une autre notion qui est la reconnaissance. Donc, Flora a très bien expliqué la reconnaissance existentielle qui est effectivement, et être écouté, c'est ça. Écouter la personne sans interrompre, lui demander son avis, le prendre en compte, lui dire bonjour le matin, lui demander un vrai comment ça va et pas juste un comment ça va par principe où on n'attend même pas la réponse, on continue sa course dans le couloir. Voilà, c'est ça la reconnaissance. Et après, effectivement, il y a d'autres formes de reconnaissance, plus sur la reconnaissance des résultats quand on atteint tel ou tel objectif, la reconnaissance plus sur la pratique du travail, donc tout ce qui a trait aux compétences, aux méthodes de travail, et puis aussi sur l'engagement, parce qu'on oublie souvent qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir dépassé les objectifs pour reconnaître l'engagement et l'énergie qu'ont mis les uns et les autres. Et donc, pour revenir sur le manager, pour moi, il y a des exercices qui sont des outils très concrets qui sont la mission, la vision et les objectifs. 3 outils qui sont intéressants à travailler au niveau de son équipe, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller voir ces outils-là souvent au niveau de la direction générale, c'est-à-dire la mission de l'entreprise, sa raison d'être. C'est-à-dire qu'apporte l'entreprise, on va dire au monde presque entre guillemets. Donc par exemple chez Decathlon, leur mission c'est de rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça parle à tout le monde réellement au sein de l'entreprise? Peut-être, peut-être pas. C'est pour ça que moi je vois ça comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a la grande poupée russe, c'est au niveau de l'entreprise, et puis à l'intérieur de cette poupée russe, il y a d'autres poupées russes qui, de manière granulaire, vont venir permettre de toucher chacun. Et donc, typiquement, quand on est manager d'une équipe de 4 personnes, il y a cet exercice-là qui est super intéressant à faire au niveau de son équipe de 4 personnes. Par exemple, si on est responsable manager d'une équipe de recouvrement, qui est en général le service pas forcément le plus glamour dans les entreprises, c'est celui, pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, qui est là pour relancer les clients, pour s'assurer que les clients payent le plus vite possible et qu'il n'y ait pas de retard de paiement. Donc, en fait, si on s'arrête à un niveau 0 et de se dire à quoi sert cette si on pose la question à un membre de cette équipe, peut-être sa réponse sera moi je suis là pour relancer des clients par mail, par téléphone. En fait, en réalité, si on prend un peu plus de hauteur par rapport à cette fiche de poste très précise, c'est plutôt de se dire en fait non, si on y réfléchit 2 secondes, ce service il a un pourquoi beaucoup plus noble et un sens beaucoup plus noble qui est là de permettre à l'entreprise d'avoir la trésorerie la plus saine possible, de pouvoir demain investir, assurer la pérennité de l'activité, d'embaucher, de créer de l'emploi, etc. Et donc,
réfléchir ensemble à la raison d'être de son équipe. Déjà, je trouve que c'est un super atelier à faire en tant que manager, parce que ça va générer plein de discussions, plein d'échanges hyper intéressants, et où chacun va pouvoir s'exprimer. Et là, on va pouvoir retrouver aussi cette notion de qu'est-ce qui fait sens aussi pour moi individuellement. Et donc, cet atelier, c'est plus un prétexte pour faire travailler et faire réfléchir, et que chacun puisse s'exprimer et reconnecter en fait au grand projet auquel on participe. Donc ça, c'est la mission. Et après, juste pour conclure, sur le deuxième outil, par exemple, c'est la vision. Donc ça, c'est quelque chose de plus… la vision, c'est plus où est-ce qu'on se voit, par exemple, dans 12 mois, qu'est-ce qu'on se verrait collectivement réussir, quel challenge on se met, et quel est notre grand objectif commun. Et c'est de se dire, le co-construire aussi en équipe, c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'avoir ce cap collectif à atteindre. Et comme ça permet à chacun de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on tire tous dans le même sens? Est-ce que ce que je fais au quotidien me permet de tendre vers ce cap? Donc, moi, je vois ces outils comme vecteur de sens et vecteur aussi surtout d'alignement, pour s'assurer que, encore une fois, on avance tous dans le même sens, sans mauvais jeu de mots. Alors, en transition, tu nous as dit plein de choses très intéressantes, merci. Et je résumerai autour de 2 choses. Le sens collectif, et c'est les 2 exercices que tu viens de nous donner, enfin les 2 intentions, vision, mission. Alors, Flora, juste après, tu nous diras, est-ce qu'on peut donner le sens collectif ou pas? Et puis après, le sens individuel. Et là, c'est ce qu'on a discuté en toute première partie, c'est qu'est-ce qui va faire sens pour toi? Et les entretiens individuels, les one-to-one où on ne parle pas d'opérationnel, je suis 100% alignée, ô combien essentiels. Et il faut les ritualiser, il faut les faire tout le temps, il faut que ce soit normal, en fait, finalement, d'avoir cet espace où on se dit comment ça va, finalement, et qu'on écoute vraiment la réponse, et on essaie derrière ça de capter qu'est-ce qui va pouvoir donner du sens et de la reconnaissance de manière individuelle. Et peut-être juste pour compléter en tips que je peux donner aussi aux managers peut-être qui nous écoutent, c'est que parfois c'est un peu compliqué pour les collaborateurs de s'exprimer quand on leur pose ce genre de questions de but en blanc. Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ton travail? Qu'est-ce qui est important pour toi au quotidien? Est-ce que tu te sens assez valorisé dans ton job? C'est assez compliqué d'y répondre. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer des questions à l'écrit par email, par exemple, une semaine à l'avance, et de demander à la personne, pour notre prochain point, est-ce que tu pourrais te pencher sur ces questions et se limiter à 1, 2 ou 3 questions grand max. Et là, vous verrez que tout de suite, forcément, il y aura beaucoup plus de matière, parce qu'on n'est pas tous bons pour répondre du tac au tac à ce genre de questions qui parfois donnent un peu en plus le vertige. Alors, je vais faire 1 minute d'autopromo. Tu me tends une perche tellement importante, parce que sinon, vous pouvez faire le Workoscope. Chloé va vous le remettre. C'est gratuit, c'est sur notre site. C'est 60 questions à envoyer à vos collaborateurs pour qu'ils aient justement la capacité de mettre des mots sur ce qui fait sens pour eux. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser à l'échelle de vos équipes pour essayer de mieux comprendre, d'avoir un dialogue autour de cette question. Flora, je te passe la main parce que moi, il y a une grande question qu'on entend beaucoup. Est-ce que le sens, on peut le donner? Et surtout, peut-être, à quelle dimension du sens on peut donner et qui peut le donner en entreprise? C'est que le manager? Donc, en effet, oui, merci de faire cette distinction, parce qu'il y a la distinction que j'aimerais apporter entre donner du sens et trouver du sens. Et ce n'est pas tout à fait la même chose de donner du sens et de le trouver. Et peut-être qu'on a une clé là pour le manager. Donner du sens, je pense qu'on serait dans le sens direction. Et donc, le manager, le rôle de la direction, c'est de donner la direction. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qu'est-ce que c'est qu'une direction? Eh bien, c'est une vision, et c'est un endroit, un objectif, un but, ce que vous voulez. C'est là où on va ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quand même le rôle du dirigeant, du manager, chacun à son niveau, de le donner. Donc ça peut être donné. Mais il y a quelque chose qui… mission dont nous parlait Ludovic. Oui, voilà, ça peut être donné, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que moi peut me le donner. D'accord? Quelqu'un d'autre peut, moi, si je suis dans une équipe, j'ai un manager qui me dit, c'est là où on va. Ok, très bien. Maintenant, ce n'est pas parce que le sens a été donné que moi, en tant que personne, je le trouve. Donc, le sens donné peut être très clair, mais ce n'est pas pour ça que je le trouve. Parce que, qu'est-ce qui me reste à faire, moi? D'abord, il n'y a personne d'autre que moi, en fait, qui va trouver le sens de ma vie et le sens de ma vie au travail. Donc, il y a un travail qui est irréductible à chacun d'entre nous. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce sens trouvé? En fait, c'est créer ce lien, cette passerelle avec le sens donné, en quelque sorte. Donc, il y a un objectif. Comment est-ce que moi, je me relie à cet objectif? C'est ça le sujet.
Et je pense que moi, je travaille aussi beaucoup avec des dirigeants, notamment dans le cadre de mon expertise APM, l'Association pour le progrès du management, qui se posent la question justement ou qui se disent, mais attendez, je l'ai donné le sens. J'ai donné le sens à mes collaborateurs et ils ne le trouvent pas. Ah ben zut, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que déjà, de distinguer donner et trouver, ça peut aider. Et de se dire, où est ma responsabilité de dirigeant? Ma responsabilité de dirigeant, elle est dans le fait de donner. Par contre, sur le fait de trouver, ce que je peux faire en tant que dirigeant ou en tant que manager, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait des discussions. Ce qu'évoquait Ludovic tout à l'heure. Créer les conditions, donc donner le temps et l'espace pour qu'il y ait un dialogue sur le sens et sur ce qui fait sens, à la fois pour chacun d'entre nous, mais aussi collectivement. Et ça m'amène à un point qui me venait en vous écoutant, c'est que le sens, c'est un récit. C'est à partir du moment où je vais commencer à en parler. Le sens, c'est quelque chose qu'il y a un sens qui émerge. Le sens, c'est comme quelque chose qui se tisse. C'est ce qu'évoquait le philosophe Paul Ricoeur avec son concept d'identité narrative. Notre identité, c'est-à-dire notre sentiment d'être nous-mêmes, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Donc évidemment, il y a un certain nombre d'éléments factuels. Je suis née tel jour, mes enfants s'appellent X et Y, etc. Mais ça, c'est pour la partie factuelle de notre vie. Mais notre sentiment d'identité vient du récit qu'on est capable de se faire sur sa propre vie. Et d'ailleurs, on constate bien qu'à chaque fois qu'on raconte sa vie, c'est pas tout à fait la même chose plusieurs années après, tu vois. Le récit, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble, pour revenir au sens collectif, et qu'on a la possibilité de dialoguer? Eh bien, on est en train de créer du sens ensemble. Alors, il peut y avoir aussi ces moments en tête-à-tête, et ça aussi, j'y crois beaucoup, mais collectivement, de s'autoriser à avoir des conversations sur ce qui donne sens, à mon avis, peut contribuer à faire sens collectif. Juste un dernier point par rapport à la grande question de qu'est-ce qui donne du sens. Vous savez, dans sens, il y a direction, il y a signification, mais il y a aussi sensation. Et je me demande s'il n'y a pas un indicateur de sens quand même, c'est la joie. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui nous met en joie, est-ce que ce n'est pas un indicateur tout simple de quelque chose qui fait sens pour moi? Et peut-être qu'on devrait être davantage à l'écoute de la joie qui nous anime, voilà, à différents moments de la journée, et de se dire, tiens, il y a de la joie là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est en relation, parce que je suis en train de faire un truc intéressant, parce que ceci, parce que cela, et chacun trouvera sa réponse. Et donc, une autre question qui pourrait être posée, plutôt que de dire qu'est-ce qui fait sens pour toi, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Raconte-moi la dernière semaine. Moi, j'aime bien aussi partir des expériences du vécu et de se demander, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans notre vécu qui nous éclaire sur ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui t'a mis en joie la semaine dernière? Je suis entièrement d'accord avec toi et nous aussi, c'est une des recommandations qu'on fait. Si vous voulez trouver ce qui fait sens de manière individuelle, je reviens à ça, à qu'est-ce qui, moi, va me permettre de trouver du sens dans mon quotidien professionnel, j'encourage les managers, les dirigeants à poser cette question. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir particulièrement joyeux ces derniers mois au travail? Et là, rien qu'avec cette simple question, vous allez avoir tout un faisceau d'indices pour vous permettre ensuite d'adresser le bon levier. Le temps file et on a plein de questions. Donc, je vais vous proposer de commencer à piocher dans les questions pour les 12 minutes qui restent. En résumé, sur cette question de le sens en entreprise, est-ce qu'il se donne, est-ce qu'il se construit, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? J'aimerais vous partager, ce que nous on dit toujours, c'est la notion de co-responsabilité. Moi, je pense que le sens au travail, qu'on pourrait mettre avec une virgule ou un slash, l'épanouissement au travail, slash qui crée de l'engagement au travail, c'est une co-responsabilité des dirigeants, des RH, des managers et des collaborateurs. Si je commence par les derniers, la responsabilité du collaborateur, c'est d'essayer d'identifier quels sont ses besoins prioritaires pour trouver de la joie dans son quotidien professionnel. Tu l'as dit tout à l'heure, Flora, et c'est important, cette notion de priorité.
Parce qu'on veut tous plein de choses, hein. Mais qu'est-ce qui vraiment va m'apporter de la joie, du sens, de la reconnaissance? Et une fois que je l'ai identifié, d'oser le dire à mon manager. Je fais le lien avec une des questions qui était là. Comment je peux faire pour aider mon manager à m'aider, en fait, hein? Ça, tout simplement, d'arriver, enfin tout simplement, ce qui est simple et parfois compliqué à faire, hein, mais de bien définir ses priorités, ce qui va nous créer de la joie et de le communiquer, de le dire, parce que la plupart du temps, je pense que tu ne me diras pas le contraire, Ludovic, les managers ne le savent pas, quoi. Ils ne disent pas dans nos cerveaux, hein. Non, la télépathie ne fonctionne pas, non. Après, la deuxième, et ça résumera ce que tu as dit aussi tout à l'heure, Ludovic, responsabilité, c'est celle du manager. Et pour moi, c'est de créer des espaces de conversation authentiques. Ces fameux one-to-one où, en fait, on est autorisé à parler de ces sujets-là. Parce que si on ne crée pas cet espace-là, ça ne deviendra pas. Et puis, une fois où sa responsabilité, c'est s'il y a un collaborateur qui dit quelque chose d'un peu surprenant, de questionner peut-être plutôt que d'enfermer directement dans c'est pas possible ou de rester dans son prisme. Et puis, la responsabilité du dirigeant et des RH derrière, hein, pour moi, c'est de créer les conditions que tout ça advienne. Donc, d'outiller les collaborateurs, d'accompagner les managers pour que ces conversations aient lieu. Alors, oui, mais tu vois, Anaïs, dans ce que tu dis, je trouve que, est-ce que c'est vraiment une question d'outils ou est-ce que c'est une question de donner la possibilité aux managers d'animer des conversations là-dessus, tu vois? Je pense que ça, c'est le cœur, c'est-à-dire de créer de les aider à cultiver cette ressource-là, tu vois. Je ne sais pas si c'est un outil pour quelque chose de précis ou si c'est cultiver la ressource sans aller sur le manager coach et autres, hein, mais juste comment est-ce que le manager peut animer ces conversations que tu évoques. Ça, je trouve que c'est vraiment la chose principale. Tu as raison de préciser, quand je dis outiller, je ne pense pas à un outil physique ou digital, hein. Je pense donner des clés en réalité, permettre à chacun de développer ses clés, d'acquérir ces clés-là. Et les clés, c'est intéressant, ça ouvre des portes. Je pense que c'est aussi avant tout un sujet de culture d'entreprise. Quand on sait que le problème numéro 1 des managers, c'est le temps, moi, je viens là sans doute parmi ceux qui nous écoutent, qui disent mais comment est-ce que je vais trouver le temps déjà que je m'en sors pas, d'animer ce genre d'atelier. Et c'est vrai que pour moi, une des réponses à ça, c'est un sujet culturel, c'est-à-dire que ça doit même être dans les valeurs de la boîte, dans les choses qui sont portées au plus haut aussi de l'entreprise pour que ça transpire de partout, pour se dire que non, en fait, c'est pas du temps perdu, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et le retour sur investissement, il sera là et il sera très important. Et ça, mine de rien, moi je le vois au quotidien, c'est pas gagné chez tout le monde. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de transformation culturelle pour remettre ces sujets-là sur le centre de la table et pas se dire que c'est accessoire. Au contraire, c'est essentiel. Si on revient au mot du sens. Et c'est bien là qu'est la responsabilité du dirigeant, pour le coup, hein, d'impulser cette culture, de créer les conditions pour qu'elle advienne. Allez, une petite question de Guy sur un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est la rémunération. Déjà, est-ce que la rémunération, ça contribue peut-être, hein? Et puis, est-ce que ça peut influer la décision d'un collaborateur qui veut partir, d'augmenter la rémunération quand ça ne va pas? Moi, je pense que je réponds à chaud comme ça. Je me dis, si la rémunération est le seul levier pour retenir quelqu'un, c'est qu'en fait, voilà. Et ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un réflexe souvent de se dire, mais en fait, on ne peut pas suivre niveau rémunération. C'est juste une histoire de salaire. En fait, moi, pareil, quand je vois des dirigeants ou des managers se cacher derrière cette raison-là, sans se remettre en question sur OK, la rémunération, évidemment, on a tous besoin d'une sécurité financière et d'un certain niveau de rémunération. Et voilà, mais se dire que c'est la seule solution miracle pour retenir les talents, c'est, selon moi, se mettre les doigts dans l'œil. Donc, voilà, le salaire est rarement le seul coupable. Il permet, comme tu le dis, parfois de se défausser d'une autre responsabilité plus difficile. Flora, toi, tu as un regard sur cette question de la rémunération qui est importante? Je suis complètement d'accord avec Ludovic, je n'ai rien à rajouter. Si on en est là, c'est qu'on n'est pas en train d'aborder les vrais sujets. Bien sûr que c'est important, mais on reste où on part pour d'autres raisons, je pense. On avait une question de Laurie aussi qui nous dit quand on est de l'autre côté et que on est collaborateur donc, et que c'est le management qui ne nous convient pas, comment l'exprimer? Quoi faire?
Ouais, c'est pas simple. Hein. Tu as 30 secondes. Moi, je suis une fervente stoïcienne, c'est-à-dire que stoïcienne, le stoïcisme, philosophie stoïcienne qui date d'il y a plus de 2000 ans. Et notamment, je trouve que les propos d'Épictète, un des grands philosophes stoïciens, donc vous avez Épictète, Sénèque et Marc Aurèle comme représentants pour vous remettre. Et Épictète commence son manuel de la manière suivante. Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous et il y en a qui ne dépendent pas de nous. Alors, il y a tout un tas de choses qui ne dépendent pas de nous. Les émotions des autres, les réactions des autres, les autres en général, l'environnement extérieur. Même Épictète va dire le corps, les richesses, les honneurs, etc. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, nos représentations et nos actions. Et donc, la question à se poser dans cette situation-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui est ma responsabilité pour revenir au sujet de la responsabilité? Ma responsabilité, c'est de dire en revenant, et là je ferai le lien avec la communication non violente, que certains connaissent certainement, mais de revenir à moi en me demandant quels sont mes besoins non remplis et d'essayer de formuler des demandes au manager qui seraient susceptibles d'être atteintes, d'être remplies. Et après, j'ai toujours le choix de partir si ça ne me convient pas. On n'est pas tout puissant, on ne peut pas tout changer. Voilà, donc la question, c'est être sur cette ligne de crête assez fine entre, voilà, il y a des choses que je peux faire et en même temps, ne pas me responsabiliser sur ce qui ne dépend pas de moi. Ouais, merci Flora pour ce rappel. Moi, je me rappelle le jour où j'ai eu ce déclic dans ma tête, j'avais une vingtaine d'années et je rentre et je dis à ma mère, maman, c'est génial, dans la vie, on a toujours le choix. Elle me dit, mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Je fais, mais si. En fait, on a peut-être pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a le choix de ce qu'on en fait. Et ça a été un tel déclic dans ma vie que j'essaie de le transmettre parce que c'est ce que tu dis. Et ma responsabilité est mon choix. Donc, j'espère que ça vous est utile, cet éclairage stoïcien. Et là-dessus, juste pour compléter, moi je dis souvent aussi qu'il ne faut jamais abandonner la relation. C'est-à-dire que ça peut être très tentant en fait, de se dire c'est de la faute du manager. Donc, voilà, donc on en revient à ce sujet de co-responsabilité qu'on évoquait. Et on a en tant que collaborateur une responsabilité souvent vraiment insoupçonnée. Et par exemple, moi, au quotidien, je rencontre des collaborateurs qui me disent mais mon manager ne me valorise pas assez, j'ai jamais un bravo, un merci. Mais quand je pose cette question-là qui est de dire toi, quelle a été la dernière fois où tu as remercié ou félicité ton manager? Parce que je suis sûr qu'il fait des trucs bien, ton manager. Et en fait, là, je sais pas. Comment attendre quelque chose de quelqu'un qu'on n'est même pas capable soi-même de donner? Donc, en fait, on a une responsabilité. Et si son manager, il n'est pas parfait, évidemment, surtout, il ne faut pas abandonner la relation. Le jour où on abandonne la relation, il faut quitter, pour moi, la relation. Il faut quitter l'équipe ou l'entreprise. Donc, on en revient à ce sujet de co-responsabilité d'un côté et puis de l'autre. Si on a le choix et il faut faire preuve de courage collaborateur. On parle très souvent de courage managérial. Moi, j'aime beaucoup aussi parler de courage collaborateur. Le courage, il est à double sens. On veut une relation à double sens, très bien. On veut être plus responsabilisé. Il faut aussi jouer le jeu, mais à 360. C'est ça. Et comme ça, on aura le manager qu'on mérite aussi en avançant parce qu'on aura aidé son manager à devenir un bon manager. Hein. C'est dans les deux sens. Une autre question que je trouve intéressante, ça prend du temps, nous dit… je ne la trouve plus. Je vais la reformuler. Ça prend du temps, c'est pas facile cet exercice d'écoute, de culture. Est-ce qu'on connaît des sociétés best in class? Alors, bon, c'est pas facile de nommer des entreprises, mais moi, je travaille… j'ai une entreprise qui me marque, donc je vais la citer, c'est Boulanger. Elle n'est pas parfaite, sans doute, comme aucune entreprise, hein, mais il y a cette vraie volonté de faire monter, d'avoir des managers qui aiment manager. Et on le sent. Nous, on intervient auprès de leurs directeurs de magasins, notamment, et je ne sais pas comment ils choisissent exactement leurs critères de sélection des managers, mais pour moi, je sens des managers qui aiment fondamentalement les gens et qui, du coup, prennent ce temps-là. Voilà. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres entreprises qui ont des pratiques intéressantes. C'est bien de citer ceux qui font bien, on parle toujours de ceux qui font mal.
Ouais, en tout cas, je dirais, c'est avant tout, sans forcément citer les uns et les autres, je dirais, c'est avant tout les boîtes qui se posent la question justement du pourquoi du manager, de la raison d'être du manager. À quoi ils servent les managers chez nous? Et il n'y a pas de réponse unique. Chaque organisation a sa propre réponse. Et une fois qu'on a répondu à cette question et qu'elle est claire dans la tête de tout le monde, bah, on peut faire évoluer les bonnes personnes pour les bonnes raisons à ce poste-là. Et donc, ça fait des gens qui sont alignés par rapport à ce poste-là, qui ne sont pas juste là pour faire bien sur LinkedIn, avoir un peu plus de salaire et faire bien dans les dîners. On a des personnes qui ont qui le font pour une raison précise avec les bonnes compétences en face. Et donc, ça fait des gens qui aiment manager. Et en général, bah voilà, des gens qui aiment manager, ils arrivent à s'y dégager du temps. Et donc, bah, en général, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que la suite est assez vertueuse. Mais ça vient questionner quand même qu'est-ce qu'on vient faire au travail, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste des choses à faire ensemble, que ce soit des choses à fabriquer ou des services à rendre. Voilà. Enfin, évidemment que ça, c'est une partie du travail. Mais le travail, ce n'est pas juste faire ensemble, c'est être ensemble. Et donc, si on a compris l'importance de ça, ou si on estime qu'il est tout aussi important d'être ensemble, que c'est un lieu, c'est un espace de la vie presque citoyenne ou qui est important, si on a compris que le travail, c'est aussi être ensemble, ben, vous savez, on fait toujours la place. Moi, j'ai l'impression qu'on trouve toujours le temps pour les choses qui sont importantes, vraiment importantes pour nous. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est comme l'argent, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est juste qu'on décide de le dépenser sur les choses qui sont importantes pour nous. Voilà, stop. Et donc, c'est aussi une question de est-ce qu'on estime que passer ce temps-là, c'est vertueux? C'est ça qu'il faut travailler. Eh bien, il est déjà 13h, Flora, et tu nous amènes en conclusion sur cette notion ô combien importante que tu as évoquée aussi, Ludovic. C'est l'objection numéro 1, j'ai pas le temps. Mais tu as parlé de choix, hein, choisir de prendre ce temps-là. Et s'il y a bien une chose que j'observe dans ma vie de manager aussi vis-à-vis de mon équipe, c'est que c'est le temps le mieux investi que je prends, en fait. Hein, c'est si je ne le prends pas, rien ne fonctionne. Et si je le prends, ça fait des choses magiques. Mais tu sais, Anaïs, dans les vieux films, le patron, il était dans un bureau. Je ne sais pas si moi j'ai ça en tête. Il était dans un bureau et puis sa porte était ouverte. Et il n'avait pas grand-chose à faire, si ce n'est juste de recevoir les gens qui venaient lui parler, etc. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est ça le rôle du patron. Il ne devrait pas être dans les choses opérationnelles. C'est vrai, donc il faut aussi prendre le temps de faire son rôle de patron. Mais je crois que dans les vieux films, il fumait des cigares. Hein, donc c'est... Ouais, et puis il avait les pieds sur le bureau. Ouais. On avait l'impression qu'il ne foutait pas grand-chose. Ouais. Mais j'aime bien rester sur cette image qu'en fait, écouter les gens, c'est faire son boulot, en fait, et c'est pas ne rien faire. Donc, je vous propose qu'on reste là-dessus. Ça passe vite 1 heure. Merci à tous les deux pour cette conversation. On aura encore plein de fils à tirer, évidemment. Merci Flora pour ton regard philo, t'es stoïcien, et puis Frankel et tous ces éclairages. Merci Ludovic pour tes apports concrets, tes exercices pratico-pratiques que tu nous as amenés tout au long de l'intervention. Merci à tous pour vos questions. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et de prendre du plaisir au travail. Soyez attentifs à ce qui vous met en joie. Merci Anaïs. Merci Anaïs. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Au revoir.